Bonsoir tout le monde. Je parle sans masque, excusez-moi. Oui, donc je remercie beaucoup l'association Amel qui m'a invité pour la deuxième fois à parler de la démocratie directe sous un angle chacun un petit peu différent. Et donc, effectivement, j'ai fondé une université populaire à Marseille pour y enseigner essentiellement la philosophie. Donc, au départ, de toute façon, c'est ma spécialité, donc j'enseigne plus généralement ça. Et puis, mais je m'intéresse au municipalisme libertaire et d'une manière générale aux alternatives démocratiques, politiques depuis certainement 30 ans. Donc, voilà pourquoi j'ai essayé d'accompagner ce mouvement qui est en train de ressurgir en France comme ailleurs. Et donc, essayer de me rapprocher des endroits où il se passe quelque chose qui ressemble à de la reprise en main du champ politique par les habitants d'une commune, d'un territoire. Et c'est comme ça aussi que j'ai eu l'occasion de faire la promotion des écrits de Murray Bookchin. Pourquoi ? Parce que Murray Bookchin, c'est un militant ouvrier d'abord, et puis un essayiste qui a énormément écrit de travaux théoriques pour promouvoir ce que lui-même a appelé le municipalisme libertaire. Et donc, dans le courant de cette soirée, je vais essayer de bien montrer la spécificité de ce type de municipalisme, puisqu'on a beaucoup entendu parler ces dernières années de municipalisme. Tout le monde devenait municipaliste avec les municipales de 2020, tout le monde devenait participatif, citoyenniste, et finalement, on ne savait plus très bien ce que voulaient dire les mots, parce qu'ils étaient utilisés par des courants très différents. Donc, Murray Bookchin, d'abord, je vais juste vous présenter la personne pour que vous sachiez d'où vient en fait sa proposition, dans quel cadre il l'a formulée, pourquoi, à quoi c'était censé répondre, et donc en même temps, ça nous permet de faire le lien avec quelle est la désirabilité de cette proposition à l'heure actuelle pour nous. En quoi ça nous concerne, en quoi ça peut être une alternative intéressante. Et puis, je vais vous décrire les grands principes de ce municipalisme et les moyens d'y arriver. Si ça nous tente, comment on y arrive. Donc, Bookchin, il est né à New York en 1921. Il est petit-fils d'émigrés russes anti-tsaristes, donc il a déjà baigné dans son enfance dans un climat d'une certaine critique politique, d'une certaine réflexion politique. Juste après avoir terminé les études secondaires, il entre comme ouvrier dans la métallurgie, il se syndicalise. Il est plutôt à l'époque marxiste, il a déjà été dans des jeunesses marxistes, il est plutôt communiste marxiste, mais au moment de la guerre d'Espagne, 1936, en fait, il a beaucoup plus de sympathie pour le côté trotskiste anarchiste, et donc il glisse plutôt vers ce côté-là. C'est toujours quelqu'un de très engagé, il est syndicaliste. Et quand il y a les grandes grèves dans l'industrie automobile aux États-Unis à la fin des années 40, il s'engage beaucoup avec son syndicat. Et c'est là qu'il a sa première grande déception par rapport au monde ouvrier. Il a l'impression que cette classe ouvrière qui était tellement l'espoir de la gauche radicale jusqu'à cette époque, en fait, cette classe ouvrière n'est plus une classe révolutionnaire, n'est plus une classe qui œuvre pour un changement radical de société. Lui, il continue à estimer qu'il faut un changement radical. Il ne suffit pas de faire des réformes constamment, ce qui a effectivement eu lieu, sans doute heureusement, mais que ça ne suffira jamais et qu'il faut un changement plus radical. Donc, cette classe-là, il pense qu'elle a été complètement amollie par, et déviée par les revendications uniquement matérielles, revendications qui étaient nécessaires, améliorer les conditions de travail, augmenter les salaires, c'était nécessaire, mais en s'enfermant dans ces revendications-là, en fait, elle a perdu de vue des questions qui étaient extrêmement importantes et elle ne combat plus pour ces autres questions. Bonsoir. Bon, alors il se tourne vers... c'est quelqu'un qui lit beaucoup, il est autodidacte, il n'a pas de supérieur, mais il lit énormément, il s'intéresse à toutes les théories et il se rapproche donc, au tout début des années 50 d'une publication qui s'appelle Problèmes contemporains, traduit en français, Problèmes contemporains, et qui est surtout écologiste. En fait, il faut savoir qu'aux États-Unis, l'alerte sur les problèmes écologiques a commencé assez tôt. En fait, déjà dans les années 40, il y avait des théoriciens qui disaient on est en train de complètement détruire notre avenir,
Les États-Unis étant un petit peu en avance sur tout, y compris sur la destruction, ils en étaient déjà à avoir des eaux de surface complètement polluées, des sols complètement désertifiés, des problèmes de maladies dues aux additifs alimentaires, dues à la pollution de l'air et de l'eau. Bref, il y avait des gens qui commençaient déjà à s'inquiéter, à publier à ce propos. Donc il se joint à ce courant et il devient très écologique et il ne changera jamais. Il ne perdra jamais de vue que ce combat est absolument essentiel et central. Forcément, c'est une question de survie. C'est une question de survie. Et ça aboutira en 1962 à son premier livre publié qui s'appelle Notre environnement synthétique, qui est vraiment un livre de dénonciation de la pollution qui est en train de se faire. Et puis, dans les années 60, il y a une effervescence, il y a toutes sortes de mouvements, de protestations et de propositions nouvelles qui se passent aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Et il se joint à tous ces mouvements. Il y a le mouvement pour les droits civiques, il y a le mouvement anti-nucléaire auquel il participe, il y a bien sûr les protestations contre la guerre du Vietnam, il y a tous les mouvements étudiants qui commencent. Et il se passionne notamment pour mai 68 français. Il a écrit sur le mai 68 français. Et en fait, ces mouvements l'intéressent parce qu'ils sont beaucoup plus globaux que ce à quoi il a participé jusque-là. Ce n'est pas juste une question de syndicat et de question du travail, ce n'est pas juste de l'écologie, c'est des mouvements de libération de la vie quotidienne en général, de tous les aspects de la vie. Et il pense que tout est lié et que, en fait, si on doit se battre pour une nouvelle société, il faut que ce soit une société pas juste qui change économiquement ou qui change les institutions, mais il faut vraiment que la vie change complètement. Enfin, c'était l'époque où on disait il faut changer la vie dans tous ces aspects. Et donc lui s'oriente tout à fait vers ça. Et si vous regardez dans la bibliographie, là, la quatrième référence, vous voyez, c'est un recueil qui a été publié et traduit récemment en français, un recueil qui illustre vraiment tous les thèmes que Bookchin a traités pendant ces années 60. C'est une de ses périodes les plus fructueuses. Ce recueil, il a été appelé Au-delà de la rareté, l'anarchisme dans une société d'abondance. Pourquoi l'anarchisme? D'abord, c'est une période où Bookchin est surtout proche des anarchistes. C'est une période où l'anarchisme est une des propositions radicales la plus suivie, avec les différents courants marxistes. Donc vous voyez que cet essai contient, au-delà de la rareté, d'abord un article. Donc tout ça, ce sont des essais qui avaient d'abord été publiés dans des journaux, dans des revues, et puis qui sont réunis là. Donc au-delà de la rareté, c'est une réponse en fait à l'idée marxiste que le gros problème de toutes les sociétés et de toute l'évolution des sociétés, c'est que le développement économique et le développement technique sont guidés par la rareté. Et qu'on ne pourra atteindre une société sans classe que quand on aura évincé la rareté. Et Bookchin fait remarquer, il n'est pas le seul à l'époque, mais il fait remarquer qu'on a déjà toutes les conditions nécessaires pour être au-delà de la rareté. On n'est plus asservi aux aléas climatiques, aux difficultés de production, à la dureté de la production simplement humaine. Mais en fait, grâce à des techniques avancées et principalement grâce à l'automatisation, on peut maintenant produire suffisamment pour tout le monde. Évidemment, dit-il, il y a un énorme problème de répartition de tout ce qu'on produit. Et c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Donc c'est un problème social et politique, ce n'est pas vraiment un problème économique et technique. Alors, sur la technique, vous allez voir qu'il y a aussi un essai, c'est dans le non, c'est juste le suivant. Donc vous avez comme essai suivant l'écologie et pensée révolutionnaire, et puis vers une technologie libératrice. Et ça, c'est un aspect assez particulier aussi de la pensée de Bookchin, c'est que c'est un écologiste qui est technophile, ou plus exactement, il n'estime pas que toute technique est bonne, il dit qu'il ne faut pas considérer la technique en elle-même comme mauvaise. L'important, c'est de se réapproprier une technologie, un développement technique qui soit approprié à la vie qu'on veut mener. Donc, il faut des machines. Lui, il sait de quoi il parle quand il parle
parle du monde de l'industrie. Il a été comme travailleur, il sait à quel point c'est pénible. Il dit qu'il ne faut pas revenir à des temps plus pénibles encore en termes de travail humain. Donc il faut se libérer grâce aux machines, mais il faut pouvoir les maîtriser et donc évidemment avoir des machines qui répondent à nos exigences écologiques et à nos exigences sociales. Donc il étudie à fond à ce moment-là aussi tout ce qui est énergie renouvelable, un mode d'énergie non polluant, mode de production non polluant en général. Et donc c'est ce qu'il exprime aussi dans ses recueils d'essais. Écologie et pensée révolutionnaire, c'est un essai important aussi, assez fondateur dans son œuvre, parce que c'est là qu'il forge l'expression d'écologie sociale. L'écologie sociale, c'est le cadre général dans lequel le municipalisme libertaire sera l'aspect plus proprement politique. Et ça, c'est le cadre le plus général. Et ça, en fait, ça signifie pas seulement, comme on l'entend parfois actuellement, que la justice climatique doit aussi être une justice sociale, c'est-à-dire que l'effort pour le climat doit être réparti équitablement sur les différentes populations, et non pas faire pression uniquement sur les pauvres, comme en fait c'est en train de se produire. Ça ne signifie pas tellement ça. En fait, ça signifie surtout, c'est une des thèses que Bookchin porte tout au long de son œuvre, ça signifie surtout que, pour lui, les problèmes écologiques sont essentiellement dus à l'organisation sociale. Et il va longuement étudier dans les années suivantes, surtout dans les années 80, il va longuement étudier l'histoire, l'anthropologie, la paléontologie, pour essayer de retrouver dans les sociétés anciennes quel a été le moment où on a pris le mauvais tournant, c'est-à-dire ce tournant de surexploiter la nature, de ne plus se soucier de l'harmonie avec la nature. Et il développe cette thèse que ce qui a permis cette surexploitation de la nature, c'est qu'on était déjà dans des sociétés hiérarchiques, dans des sociétés d'exploitation de l'homme par l'homme. Et ça, c'est pour ça que le côté social, c'est ça. En fait, c'est dire, c'est parce que les sociétés étaient des sociétés déjà de domination sur leurs propres membres, de domination sur donc deux classes, d'une classe sur les autres, que la mentalité était prête pour une domination sur la nature. La mentalité était prête, mais ce n'est pas venu tout de suite, simplement faute d'un développement technique suffisamment ample pour que ça ait vraiment des conséquences à une grande échelle, comme c'est. Mais au moment de la révolution industrielle, en revanche, là, justement, ce développement technique est arrivé, et en plus, le type d'économie a changé, c'est l'installation de l'économie capitaliste, et à partir de ce moment-là, cette mentalité qui était déjà là, qui était déjà prête, qui était déjà préparée, cette idée de se dire on a le droit d'exploiter, de surexploiter, d'accaparer, de s'enrichir sans limite, d'accumuler sans limite, comme c'était prêt, ça a été réalisé. Donc ça, c'est en fait la signification de cette formule est vraiment une de ses bases théoriques. Bon, alors si je continue à regarder les œuvres qu'il écrivait à partir des années 60, si vous suivez sur sa bibliographie, il y a Les formes de la liberté. Bon, Bookchin, c'est un chantre de la liberté. En fait, c'est important de voir que pour lui, tout est lié. On ne peut pas combattre uniquement pour l'écologie en sacrifiant la liberté. On ne peut pas combattre pour une plus grande répartition sociale des richesses et des efforts en supprimant la liberté. Donc il faut toujours tenir tout ça ensemble. C'est aussi assez bien caractéristique contre les autres propositions politiques d'extrême gauche qui pouvaient exister à l'époque, notamment. Écoute camarades, c'est aussi une adresse à des marxistes. Bon, alors ces essais-là, ils sont très marqués par leur époque. On n'écrirait plus de la même façon à l'heure actuelle, on n'a plus affaire au même contexte. Et donc, beaucoup de ces écrits sont des réponses à un certain contexte, sont des dialogues avec d'autres mouvements de l'époque. Note sur les groupes d'affinité, c'est la même chose, c'est une réflexion sur l'organisation. Est-ce qu'il faut s'organiser par groupe d'affinité, c'est-à-dire par groupe de gens qui sont réunis par des liens très forts de connaissances proches,
ou bien est-ce qu'à partir de là, on peut construire quelque chose à une plus grande échelle? Comment passer alors donc à forcément des liens qui seront plus formels que de proximité. Alors il y a les événements de mai-juin 68 en France, donc comme je vous disais, il avait été tout à fait fasciné par ça, un mouvement pour la vie. Et puis désir et besoin. Alors, cette question du désir et du besoin, évidemment, elle est centrale, comme maintenant c'est devenu banal en fait dans les publications écologistes de dire il faut repenser les besoins, il faut évidemment supprimer tous les besoins qui nous sont venus pour des raisons totalement aliénantes, hein, par cette création artificielle de besoins donc, par un système productiviste qui a toujours besoin de nouveaux marchés, toujours besoin de produire des nouveaux produits alors qu'ils étaient complètement inutiles une année avant, et les faire paraître indispensables. Donc c'est devenu banal cette idée-là, mais à l'époque c'était le début de cette observation que en fait on était vraiment esclaves de besoins totalement artificiellement créés et qu'il fallait retrouver une expression des désirs qui ne soit pas assujettie à ces besoins matériels créés par le système économique. Donc se délivrer, il y a toute une idée évidemment qui est aussi dominante à l'époque de désaliénation. La notion centrale d'aliénation et de désaliénation, évidemment, il fait partie de courants, c'est partagé par d'autres courants. Et j'embrasse sur le recueil suivant, Pouvoir de détruire, pouvoir de créer, donc aussi tout récemment publié. Hein, on retrouve vraiment, Bookchin c'est un auteur qu'on retrouve, hein, qu'on avait oublié, et qu'on retrouve, et donc on traduit, on se va traduire dans beaucoup de langues. La plupart de ces œuvres n'étaient pas traduites en français jusque récemment. Donc ce recueil-là, qui s'étend sur un peu plus d'années, contient Pouvoir de détruire, pouvoir de créer, qui est aussi une présentation de son écologie sociale et une réflexion sur le fait que toutes les avancées de l'être humain, toutes les avancées civilisationnelles sont toujours ambivalentes. C'est-à-dire elles peuvent à la fois détruire et créer. Et c'est la même chose, vous pouvez dire, c'est bien sûr le cas pour la technique, c'est le cas aussi pour d'autres avancées de la civilisation, par exemple les questions éthiques, l'organisation politique, tout ça évolue constamment, les traits culturels, tout ça évolue constamment, l'enseignement aussi, et ça peut toujours être pour le meilleur ou pour le pire. Donc en fait, ça ne sert jamais à rien de condamner un trait culturel, ce qui est important, c'est de l'orienter dans le bon sens. Et donc c'est quelqu'un qui est très humaniste en fait, Bookchin. C'est quelqu'un qui voit l'humain, non pas d'une manière optimiste, au sens où on pourrait dire, bon, il s'illusionne hein, sur les possibilités des êtres humains, mais c'est plutôt qu'il voit l'être humain comme une série de potentiels, comme un ensemble de potentiels qu'on peut développer dans un sens ou dans l'autre, et qui appartient finalement à chacun d'essayer d'orienter dans le sens qui lui paraît le plus du côté de la création, du côté de la construction et pas du côté de la destruction. Alors il écrit La crise de l'énergie, mythe et réalité, ça c'était en 1973 quand il y a eu la première crise du pétrole. Pour une société écologique, ça c'est de nouveau une présentation généraliste. Lettre ouverte au mouvement écologiste. Là vous avez aussi une indication à partir des années 70 et dans les années 80, Bookchin a été en relation parfois conflictuelle avec d'autres mouvements écologistes. Parce qu'à ce moment-là, justement, les courants écologistes se diversifient. Et il y a plusieurs courants qui s'appellent d'écologie radicale. Radicale au sens vraiment de s'attaquer à la racine des problèmes. L'écologie sociale est un mouvement qui se veut radical. Il y en a un autre avec lequel Bookchin est vite entré en opposition. C'est ce qu'on appelait aux États-Unis la deep ecology, donc l'écologie profonde. Et c'est un mouvement qui est assez primitiviste, au sens où il pense que l'humanité ne sera sauvée que si elle retourne à un mode de vie ancien qu'on a abandonné déjà depuis bien avant même l'époque industrielle. Donc qu'on revienne à un mode de vie extrêmement simple, tout à fait en accord avec la nature, mais tout à fait immergé dans la nature, comme on pouvait l'être à la préhistoire. Au néolithique, admettons jusqu'au néolithique. Bon.
alors, lui, bon, justement, sa vision de l'être humain comme un être qui doit encore s'épanouir, qui a tellement de choses à créer, il est tellement intéressé par tous les progrès intellectuels, les progrès des sciences, les développements artistiques. En fait, il pense qu'un être humain complet, c'est un être humain qui se développe dans tous ces secteurs, dans tous ces domaines-là. Et que donc, il ne faut surtout pas revenir à une société où finalement, l'être humain soit uniquement occupé à sa survie, juste à la reproduction biologique de son espèce, et c'est tout. Non, il faut viser des activités élevées, dignes de l'être humain, mais il faut les faire reposer sur une base qui ne soit pas destructrice, justement. Destructrice ni de la nature, ni des autres humains, hein, qu'on ne repose pas non plus sur le malheur d'autres peuples. Donc c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver. Donc pas de primitivisme hein, chez lui. Et en même temps, il s'oppose de l'autre côté à ce qu'il appelle l'environnementalisme, qui est une écologie au contraire prudente, réformiste, qui ne veut pas changer le cadre général, qui veut garder ce cadre économique, politique, social, finalement de la production-consommation dans lequel on est, mais qui veut simplement en atténuer certains effets. En fait, c'est ce qu'on entend le plus souvent encore actuellement comme discours écologiste. C'est au fond un discours d'intérêt bien compris. Si on veut survivre, si on veut que les générations suivantes soient possibles, il faut un peu se limiter, il faut faire un peu attention, ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement d'ici 2100, etc. Bon. C'est ce courant-là qui essaye de concilier en fin de compte l'inconciliable en voulant faire le moins de changements possible et en espérant que ça aura des effets suffisants pour sauver la planète et les humains. Donc il montre à quel point c'est une illusion, à quel point justement, si on n'a pas un changement beaucoup plus radical que ça, cet environnementalisme ne va jamais rien sauver du tout. Et je pense que c'est très prophétique, hein, ce qu'il disait déjà dans ces années-là, tout à fait prophétique maintenant. Alors ensuite, on a les ambiguïtés de la science, qui est le chapitre 11 de The Ecology of Freedom. Alors c'est un livre qui n'est pas encore traduit en français et qui raconte l'émergence et la dissolution de la hiérarchie. Enfin, qui raconte surtout l'émergence de la hiérarchie, comme je vous le disais tout à l'heure. Hein, c'est son ouvrage le plus théorique, le plus historique et même anthropologique, où il essaye de montrer comment les hiérarchies se sont introduites dans des sociétés qui n'étaient pas hiérarchiques, disons, si on remonte à une époque suffisamment lointaine, mais dont certaines ont continué jusqu'au XXe siècle. Et alors la dissolution de cette hiérarchie, ça c'est le programme à venir, évidemment, c'est ce qu'il aimerait bien pouvoir réaliser. Et donc là, dans cette étude théorique, il oppose les sociétés dans lesquelles il y a de la domination, domination de classe, domination entre individus, domination d'un genre sur l'autre, domination coloniale, etc., dans tous les types divers de domination. Il oppose ces sociétés à celles qui étaient homogènes, ou comme il les appelle, organiques. Organique, c'est-à-dire elles fonctionnaient comme un organisme total, chacun ayant sa place, sa fonction, mais de manière égalitaire, qui était vraiment caractérisée par une égalité. Alors, il ne veut pas non plus exagérer l'idéalisation, il ne veut pas tomber dans l'idéalisation de certaines sociétés qu'on a décrites au XXe siècle, que l'anthropologie a décrites au XXe siècle, parce qu'on pouvait encore les observer à ce moment-là, en Amérique du Sud, en Afrique. Bon, on ne les avait pas encore massacrés ou dénaturés. Et donc, on a pu encore observer des relations très horizontales et des sociétés où tout le monde, disons, faisait la même chose. Donc des sociétés, forcément c'est primitiviste, hein, dans le sens qu'on disait tout à l'heure, forcément, ce sont des sociétés où il n'y a pas beaucoup de techniques et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de différenciation entre les activités de chacun. Tout le monde est chasseur, ou tout le monde est cueilleur, ou tout le monde est éleveur, mais, et donc ça favorise évidemment l'égalité. Quand je disais qu'il ne faut pas non plus les idéaliser, la plupart du temps, il y avait quand même une certaine chefferie, hein, il y a quand même certains postes de chef, même si souvent c'était une chefferie plus symbolique que réelle, et si ça n'apportait pas des privilèges énormes, justement parce qu'il n'y avait pas
une accumulation de biens de toute façon. Alors pourquoi il n'y avait pas une accumulation de biens? D'une part parce qu'il n'y avait pas tellement de moyens techniques pour accumuler, pour thésauriser, et aussi parce qu'il n'y avait pas cette mentalité, je veux dire, ce n'étaient pas des sociétés qui avaient ça comme valeur principale. C'est très important, est-ce qu'on accorde une valeur principale, c'est-à-dire est-ce que la réussite sociale, le prestige social, c'est d'avoir plus de biens, ou est-ce que la valeur que tout le monde désire dans une société, c'est autre chose, par exemple l'honneur, l'exploit guerrier, parce qu'il y avait comme ça aussi, hein, l'exploit guerrier, ou l'exploit à la chasse, etc. Et donc en fait, on voit bien que ces sociétés-là n'avaient pas comme valeur l'accumulation matérielle. Et ça, c'est un trait très important, évidemment, de ce tournant de l'époque moderne qui a mené aux destructions qu'on connaît. Donc ça veut dire que si on veut inverser cette tendance qui est en train de nous détruire, il faut repenser aussi cette idée à quoi donnons-nous de la valeur. C'est-à-dire qu'est-ce qui dans notre société fait qu'un individu se sent réussir dans la vie. Il faut que ça change, justement. Il faut que ce soit autre chose. Et c'est comme ça qu'on peut penser à des types de création ou des types de relations entre les gens qui soient des buts dans la vie, autres que le but d'accumuler. Donc c'est, en voyant encore une fois, quelque chose de très global. Et alors on a encore économie de marché ou économie morale. L'économie morale, c'est l'expression par laquelle il exprime une économie qui soit basée sur les besoins. Donc sur une redéfinition de ce dont on a vraiment besoin et qui permet de ne produire que cela, donc de ne plus devoir surexploiter ni la force de travail des hommes en les mettant dans une servitude, hein, que ce soit une servitude au sens strict ou que ce soit la servitude du salariat qu'ils connaissaient encore, ni qu'on ait besoin d'une surexploitation des ressources naturelles avec tout le cortège de destruction, de pollution, etc., dans lequel on est en train de s'enfoncer. Donc, il dit moral aussi pour une autre raison, c'est qu'il pense qu'en fin de compte, le changement de société nécessaire, si on veut vraiment se sauver, il passe par un changement de valeur. Il faut vraiment que les gens changent de valeur, et donc ça c'est quelque chose qui est moral ou éthique, si on veut. C'est une manière différente de considérer soi-même et les autres, de considérer les intérêts des uns et des autres. Et donc, il y a quelque chose de... Il n'a pas peur du mot. Enfin, je pense qu'à l'heure actuelle, on a souvent peur de ce mot-là, parce qu'on dit, bon, on va arriver avec quelque chose de moralisateur, tout ça ne va pas marcher. Mais dès qu'on parle d'une question de valeur et de but dans la vie, on peut introduire ce terme pour dire, bon, est-ce que le fait de vouloir accorder les intérêts de tout le monde sur l'ensemble de la planète, y compris tout le vivant non humain, hein, ce respect-là, pourquoi il ne serait pas moral? Ce ne serait pas ce mot-là qui convient. Bon, lui, il l'utilise vraiment. Alors on peut dire, bon, alors c'est curieux parce que l'économie en elle-même, elle n'est ni morale ni morale. Hein, c'est-à-dire que c'est un ensemble de procédés, de processus. Mais, comme il le dira, l'économie elle est toujours fondée sur des décisions. Il y a toujours des gens qui décident de quel type d'économie on va appliquer. Et qui décident aussi de la faire changer, de la faire évoluer dans un sens ou dans l'autre. Donc, dès le moment où il y a des décisions qui doivent être prises consciemment, délibérément, volontairement, ces décisions, elles reposent aussi sur une certaine morale. De quoi tient-on compte dans ces décisions? Alors ensuite, qu'est-ce que l'écologie sociale? C'est de nouveau une présentation assez générale. Et puis voilà, le municipalisme libertaire, on arrive à cette notion qu'il crée dans les années 80 pour exprimer le versant politique, le côté politique de cet ensemble de l'écologie sociale. Donc une nouvelle politique communale. Le mot communal est très important aussi parce qu'en fait, municipalisme libertaire peut aussi être appelé communalisme et vers la fin de sa vie, Bookchin va d'ailleurs préférer le terme communalisme en se référant à la commune de Paris. Donc en disant, ce qu'il faut faire, c'est arriver à recréer des communes. Et donc maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il met dans cette idée de commune ou de municipalisme. Mais juste avant d'y arriver, juste pour terminer l'histoire de sa vie,
une date importante, c'est 1974, quand Bookchin crée, avec d'autres camarades, un institut d'écologie sociale dans le Vermont, aux États-Unis. Donc, c'est un des États du nord-est des États-Unis. Et c'est un État qui est particulièrement, enfin, qui a hérité particulièrement du désir de liberté et d'indépendance qui caractérisait les premiers colons qui ont créé la Nouvelle-Angleterre. Donc au XVIIe siècle déjà, cette région du nord-est des États-Unis avait été colonisée par des gens qui tenaient énormément à leur indépendance locale, à leur indépendance paroissiale. Bon, c'était des mouvements aussi qui étaient souvent un peu religieux. Et en fait, qui avait créé déjà une confédération de communes très indépendantes les unes des autres, avec chacune une charte communale qui définissait les grands principes d'organisation de la commune, qui n'était pas imposée par un État et qui a défendu son indépendance quand se sont constitués les États-Unis eux-mêmes, c'est-à-dire la fédération des États-Unis. Donc, ils ont toujours été extrêmement jaloux de leur indépendance. Et Bookchin, donc, étant dans cette région, a pu faire fond, se servir de cette tradition qui existait pour revivifier cette indépendance politique pour laquelle il milite, justement. Donc, dans cet institut d'écologie sociale, il donne des cours d'histoire politique, d'histoire sociale, des cours d'anthropologie et surtout des cours et des expérimentations pratiques d'énergie renouvelable. Ils construisent leurs propres éoliennes, ils construisent leurs propres systèmes, notamment d'alimentation, de chauffage de l'eau, etc. Enfin, bon. Ils font des tas d'expérimentations techniques pour essayer de développer justement le mieux possible des techniques qui soient à la fois écologiques et simples. Alors c'est très important pour lui. On retrouve cette idée chez Ivan Illich, que vous connaissez peut-être. Illich, c'est aussi un penseur écologiste qui a écrit sur l'outil convivial. L'outil convivial, c'est un outil qui ne crée pas de domination, parce que c'est un outil que peut-être tout le monde ne peut pas utiliser, mais en tout cas on peut comprendre, et qui n'exige, enfin comment dire, qui ne donne pas lieu à une expertise telle qu'il y ait vraiment une mainmise sur l'outil, comme par exemple, évidemment, l'énergie nucléaire, au plus haut point, je dirais le sommet d'un outil qui est réservé à un contrôle extrêmement strict, pour des raisons à la fois de complexité technique et de dangerosité, bien sûr, pour des raisons de sécurité. Et donc l'outil convivial, c'est exactement l'opposé de ça. C'est ce qu'on peut développer à une échelle locale, ce pourquoi il ne faut pas avoir fait des longues études pour pouvoir le comprendre et le faire fonctionner. Et donc c'est ce type-là de technique que Bookchin prône. Donc quand on dit que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout adversaire de la technique, au contraire, qui pense qu'il faut se reposer dessus pour se libérer du travail, en même temps, c'est seulement ce type de technique-là qu'il promeut. Et pas du tout quelque chose de gigantesque qui doit nécessairement être géré à des niveaux très élevés de pouvoir et donc qui soit complètement en dehors des possibilités de contrôle des citoyens, de décision des citoyens, parce qu'on leur dira tout de suite c'est trop compliqué, vous n'y connaissez rien, on ne peut pas laisser les citoyens décider, etc. Donc on en arrive alors aux années, encore dans les années 80, Bookchin fait partie du mouvement des Verts pendant un certain temps. Donc il y a en Europe comme aux États-Unis, il y a le mouvement des Verts qui commence à se constituer vraiment en gros mouvement de pression, et certains en partie. Et il assiste en fait à la transformation des Verts depuis un large mouvement populaire vers quelque chose de beaucoup plus institutionnel, c'est-à-dire qu'il voit comment le mouvement des Verts entre dans les institutions étatiques et se perd. Comme on a pu le voir, il a aussi été très proche, enfin, il a suivi de très près ce qui est arrivé en Allemagne. Il y avait aussi là un mouvement vert extrêmement puissant qui, en fait, une fois qu'il est entré dans les gouvernements et dans les coalitions, en fait, a perdu à la fois son caractère radical et même la possibilité
de transformer les choses, parce que dans une coalition, en fait, il faut toujours faire tellement de compromis, il faut toujours tellement renoncer à une partie de ses revendications, ou les raboter, ou les rendre beaucoup plus édulcorées, que finalement, on perd ses revendications de départ. Et ça, c'est une leçon qu'il a vraiment marquée. Ça l'a conforté dans sa proposition de municipalisme libertaire, cette idée qu'il ne faut pas entrer dans des gouvernements de coalition. Donc au niveau municipal non plus. C'est ça qui sera la caractéristique de cette proposition, c'est qu'il ne s'agit pas d'un municipalisme où simplement on essaye de faire partie d'une équipe municipale pour, d'une manière ou d'une autre, pouvoir négocier certaines avancées qui paraissent importantes. Bon, ça serait une des caractéristiques principales de sa proposition. Et enfin, donc, pour en terminer avec cette présentation générale, dans les années 90, donc il meurt seulement en 2006, mais ces dernières années, il était assez malade et il n'a plus été aussi actif. Dans les années 90 encore, il édite une revue qui s'appelle Left Green Perspective, donc perspective verte de gauche. Verte de gauche, ça, évidemment, c'est ce qui le caractérise. Et il écrit aussi 4 volumes d'une très grosse étude sur l'histoire des révolutions, qui s'appelle La Troisième Révolution. Alors ça, c'est pas encore traduit en français non plus. Et alors, ce qui est un peu dommage dans ces années-là, c'est qu'il est entré en plus grande polémique encore que ce qui était auparavant, avec les mouvements disons, assez radicaux, d'extrême gauche ou surtout anarchistes. Il a écrit beaucoup contre ces mouvements, d'une façon souvent injuste, ce qui rend ces publications de cette époque-là un peu difficiles à lire, parce qu'on a l'impression qu'il renie tout ce qu'il avait écrit précédemment, en l'attribuant à d'autres. Et en fait, tout ce qu'il attribue à d'autres, en fait, c'est ce que lui-même disait. Donc c'est un peu compliqué on a l'impression qu'il s'auto-contredit constamment. Donc c'est une publication un peu difficile, je trouve, celle des années 90. Mais bon, en tout cas, je pense que avec les 2 recueils d'essais que je vous ai renseignés, vous avez vraiment l'essentiel de sa proposition. Et je vous ai ajouté aussi donc, quelques écrits sur Bookchin, qui sont des très bonnes introductions, notamment à la toute première référence, Le municipalisme libertaire, qui est écrit par Jeannette Bill. Alors Jeannette Bill, c'est la collaboratrice de Bookchin depuis les années 80, qui a été d'ailleurs aussi sa compagne. Et Jeannette Bill, elle vit toujours, elle est toujours militante, et elle s'est rapprochée d'ailleurs d'une région du monde qui a adopté le municipalisme libertaire sous le nom de confédéralisme démocratique. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, confédéralisme démocratique, c'est un projet qui est mis en place au Kurdistan syrien qui s'appelle aussi Rojava. Donc il y a là trois provinces qui se sont réunies sous ce nom de Rojava et qui essayent de s'autonomiser de l'État, mais sans en sortir nécessairement, et donc de s'autonomiser en appliquant une démocratie par le bas. Donc une démocratie qui commence à s'ancrer dans les assemblées locales et puis se confédère, d'où le nom du confédéralisme démocratique, se confédère tout en gardant une démocratie la plus directe possible. Alors évidemment, dans cette région du monde, comme vous savez, ils ont été très souvent en guerre ces dernières années, donc en fait c'est très difficile pour eux de construire cette alternative démocratique tout en devant constamment se défendre par les armes contre des agressions. Ça a été celle de l'État islamique, ça a été celle de la Turquie et ce l'est toujours. Pour le moment, ils ont une sorte d'État négocié avec l'État syrien depuis quelque temps, depuis 1 an ou 2. Ils ont une sorte de modus vivendi, où ils s'accordent plus ou moins pour qu'on les laisse tranquilles. Mais enfin bon, ils sont dans des conditions telles, comme presque toutes les alternatives politiques sont toujours dans des conditions très difficiles vis-à-vis des États. Mais en tout cas, je
voulais dire que Jeannette Bill s'est beaucoup intéressée à ça. Elle est allée sur place les soutenir. Et en fait, c'est pour une raison tout à fait étonnante, c'est que les Kurdes ont adopté ce type-là d'organisation sous l'influence justement de Murray Bookchin. Et c'est leur responsable, qui s'appelle Abdullah Öcalan, qui est emprisonné en Turquie, qui est condamné à perpétuité en Turquie, parce qu'il appartenait au PKK, mouvement donc de lutte, qui à l'époque était un mouvement de lutte marxiste-léniniste armé. Donc, et c'est lui qui, en prison, a découvert Murray Bookchin et s'est dit, en fait, le temps n'est plus à cette lutte armée léniniste, avant-gardiste. En fait, il faut se tourner vers une toute autre construction et il faut se tourner donc vers cette autonomisation radicalement démocratique par le bas. Et c'est comme ça que vraiment, lui, a insufflé ça dans cette région et que ça s'est développé. Maintenant, c'est repris donc, par des dizaines de milliers d'habitants sur ces territoires. Donc ça vaut la peine de le voir et c'est pourquoi j'ai mis en référence 8 là un livre sur cette expérience du Rojava dans l'actuel Kurdistan irakien, donc syrien, pardon. On peut évidemment aussi, en termes d'expérimentation d'une démocratie par le bas et qui se confédère, on peut évidemment aussi penser à une expérience plus ancienne encore, qui est celle des apatistes au Mexique, qui, sans aucun doute, sont, avant même de connaître les écrits de Bookchin, avaient créé ça sur d'autres bases, mais tout aussi traditionnelles. Donc voilà pour maintenant j'en arrive enfin à présenter ce que ça serait un municipalisme libertaire. Et donc l'idée, c'est de revenir à la démocratie directe, de toute façon. Donc Bookchin, dans son désir d'érudition, de découverte, il a étudié beaucoup l'histoire et surtout les différentes époques où le peuple, effectivement, a essayé de prendre en main le pouvoir politique sous la forme de petites entités indépendantes. Alors, bien sûr, la première, on l'a vu déjà ici, elle est bien connue, c'est les cités grecques, enfin certaines cités grecques qui étaient gérées de manière démocratique, en démocratie directe, et donc ils ont bien sûr établi les fondements même de la démocratie directe. Et puis Bookchin revisite comme ça toutes les autres époques. Il y a eu les communes du Moyen-Âge qui se sont opposées au féodalisme, donc à une autorité qui a obtenu de plus en plus de privilèges, de droits justement intégrés dans une charte contre le pouvoir féodal. Il y a eu à la Renaissance les villes italiennes qui, elles aussi, alors on ne peut pas dire que c'était des démocraties directes, mais enfin c'était des pouvoirs locaux qui résistaient en tout cas à une centralisation étatique. Et puis il y a eu la Nouvelle-Angleterre, dont je vous ai parlé à propos de ces États du Nord-Est. Il y a eu bien sûr la Révolution espagnole en 1936, toute une organisation qui voulait reprendre l'ensemble du pouvoir à la fois politique et économique et le donner entièrement au Conseil populaire. Alors il y a eu la tentative des conseils en 19 en Allemagne, tentative d'une république de conseil mais qui a été tout de suite écrasée. Il y a eu peut-être quelque chose qui a inspiré au début la révolution russe, au début. Bon. Donc toutes ces expériences, Bookchin dit que ce ne sont pas du tout des modèles auxquels il faut revenir, mais en tout cas ça nous montre que c'est possible, que ça aurait tenu si ça n'avait pas été systématiquement écrasé par les armes. C'est toujours en fait, quand on les prend une par une, c'est toujours ce qui a eu lieu, malheureusement. Mais qu'en tout cas, c'est possible, c'est désirable, et on voit que ça peut très bien fonctionner. Et donc comment ça fonctionnerait à l'époque actuelle? Bookchin dit il y a déjà beaucoup de... alors il y a un pouvoir communal qui existe, mais qui est en train d'être raboté parce que les États sont de plus en plus centralistes, c'est-à-dire ils retirent de plus en plus de prérogatives aux communes pour les donner à des pouvoirs plus larges. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a créé, il n'y a pas très longtemps, les intercommunales, ou bien on donne plus de pouvoir aux régions, aux départements, bref, à tout ce qui est des relais directs de l'État, et donc
ça entraîne un système pyramidal qui va du haut en bas. Les pouvoirs locaux ne sont plus que des courroies de transmission du pouvoir central, du pouvoir de l'État. Et donc, ce qu'il veut, c'est inverser cette tendance, c'est retrouver l'indépendance au niveau communal dans une entité qui soit assez petite pour que tous les gens puissent se réunir réellement, physiquement, et discuter en face à face, comme on dit, et discuter directement de toutes les affaires qui les concernent, qui les préoccupent, et faire les grands choix déterminants. Et ensuite, se confédérer avec les autres communes du voisinage pour décider de ce qui doit se faire conjointement, parce que c'est à une échelle un peu plus grande, et puis se confédérer de manière un peu plus vaste éventuellement pour ce qui doit se faire encore à une échelle plus grande. Donc, selon les besoins, on se confédère, selon les besoins, on s'entend entre diverses communes selon les besoins. Mais la cellule de base, c'est l'Assemblée, parce que c'est seulement là que tout le monde peut être réuni et tout le monde peut s'exprimer et tout le monde participer aux décisions. C'est seulement à cette condition, dit Bookchin, qu'on peut parler d'une démocratie. Effectivement, selon ces inventeurs de l'Antiquité, effectivement, c'est la seule manière de parler correctement de démocratie. Alors on peut encore détailler comment est-ce qu'on peut garder, comment est-ce qu'on aura des techniques d'assemblée qui permettront la discussion. Tout ça est détaillé, on peut, si vous voulez, l'évoquer tout à l'heure. On peut aussi décrire comment on va passer au niveau confédéral, puisque dès qu'on va être dans un rassemblement territorial plus grand, on ne pourra plus réunir tout le monde, ce sera plus possible au-delà de un millier de personnes, ça devient assez difficile. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On envoie, en fait, chaque entité à ce moment-là envoie des délégués qui ont un mandat impératif, un mandat précis. C'est-à-dire chacun ne va faire que porter la parole de ce qui a été décidé dans son assemblée. Et on va confronter les opinions des diverses assemblées par l'intermédiaire de leurs délégués. Ces délégués ne pourront pas eux-mêmes décider des choses qui n'auront pas été déjà décidées par leurs assemblées de base. Donc s'ils constatent qu'entre eux, en fait, il y a des oppositions, s'il y a des contradictions dans les différents points de vue des différentes assemblées, il faut qu'ils retournent vers leur assemblée et qu'on redélibère en tenant compte des avis des autres communes. Et en fait, l'idée, c'est toujours que l'important dans la démocratie, c'est pas le vote, c'est pas le tirage au sort, c'est le fait de pouvoir atteindre un intérêt général grâce à la connaissance des jugements de tout le monde. C'est-à-dire que c'est ça l'avantage, c'est que si quelqu'un décide d'en haut, en fait, même s'il est, supposons, d'excellente volonté, de très bonne volonté pour essayer de ne nuire à personne, de léser personne, en fait, de toute façon, il ne connaît pas les réalités du terrain. Quelqu'un qui ne se trouve pas dans un territoire donné ne connaît pas ces réalités, ne sait pas de quoi les gens ont besoin, de quoi les gens manquent, de quoi ils sont insatisfaits. Et donc, il ne pourra pas décider correctement de ce qui est bon pour eux. Et même à l'intérieur d'un territoire, même à l'intérieur d'une même commune, les gens ne savent pas nécessairement comment vivent les autres, de quoi les autres souffrent ou manquent, ou quels seraient leurs souhaits, leurs désirs. Donc en fait, si on n'écoute pas les expériences et les désirs des autres, on ne peut pas avoir un jugement correct. Donc, par exemple, ça ne sert à rien de faire un référendum à ce moment-là. Si on fait un référendum sans qu'il y ait de concertation sur les besoins ou les souhaits mutuels, qu'est-ce qui va se passer? Chacun ne va avoir qu'une toute petite vision du problème, la sienne, à partir de sa toute petite perspective. Mais il ne va pas pouvoir émettre un jugement qui tienne compte de l'ensemble. Donc ce qu'on va faire, c'est avoir une série de jugements partiels qui s'additionnent, qui se juxtaposent, mais ne tiennent pas compte l'un de l'autre. C'est comme ça que c'est impossible de contenter du coup tout le monde. Alors on va faire une moyenne, on va essayer de trouver le dénominateur commun, et en fin de compte, ça satisfera très peu de monde. Tandis que si on élabore ensemble la proposition commune, si on recueille d'abord toutes les expériences, tous les points de vue de tout le monde, et qu'on arrive à faire le tour comme ça de tous les aspects d'une question. Et aussi toutes les connaissances de tout le monde, parce qu'il faut mettre ensemble toutes les intelligences, toutes les compétences, toutes les expériences, toutes les capacités. On met tout ça ensemble.
alors là, on va pouvoir effectivement déterminer quelque chose qui ait beaucoup plus de valeur que tout ce que même un homme d'une suprême intelligence et d'une suprême bonne volonté, à supposer que ça existe, pourrait décider. Ce sera beaucoup mieux. Et ça, alors ça, c'est déjà dit par Aristote. Hein, donc, 4e siècle avant notre ère, Aristote dit déjà, en faveur donc, de la démocratie, comme argument pour la démocratie telle qu'elle était réalisée, il dit, en fait, il y a plus d'intelligence dans 1000 têtes que chez l'homme le plus intelligent du monde, hein, si vraiment il y en avait un qui surpasse tout le monde. Parce que vous ne pouvez pas réunir toutes les expériences. Vous ne pouvez pas savoir ce que les autres éprouvent. Vous ne pouvez pas être à la place de quelqu'un qui est dans telle situation sociale, ou qui habite tel endroit du territoire, ou qui est confronté. On ne sait pas tous les problèmes auxquels on peut être confronté. Et donc c'est ça l'argument principal en faveur de ce communalisme, hein, ou de ce municipalisme. C'est que des bonnes décisions ne peuvent pas être prises par en haut. Par en haut, on ne peut pas savoir ce qui est bon. Et ces dernières années, on peut dire qu'on a quand même eu des expériences sociales qui confirmaient cette impression. D'abord, on a eu le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement qui a principalement avancé cette revendication. Que nous, on ait la possibilité de décider de nos vies, qu'on ait la possibilité d'exprimer. Nous, c'est devenu cette espèce de nouveau recueil de doléances, mais ça c'est déjà une déviation de recueillir des doléances et puis de s'en occuper par en haut. C'est pas ça que voulaient les gens, c'est pas du tout ça qu'ils voulaient. Ce qu'ils voulaient, c'est qu'on les laisse justement résoudre leurs problèmes en leur donnant le pouvoir de le faire. C'est pas ça qui s'est passé. Mais on a senti en fait un énorme désir de ça, un énorme désir de reprendre en main ces problèmes par soi-même et de pouvoir les résoudre parce qu'on est les seuls à les connaître. Et cette idée que le pouvoir de l'État est tellement coupé de la population, est tellement éloigné de ses préoccupations que jamais il pourra les affronter, c'est quelque chose de très important. C'est important qu'il y ait une prise de conscience de ça. On l'a vu aussi lors du début de l'épidémie et des premières mesures sanitaires. On a vu aussi que, alors que l'État pataugeait complètement en n'ayant absolument aucune... en ayant raté, on pourrait dire systématiquement, toutes les possibilités d'organisation correcte des choses, hein, parce que, justement, il était pris dans des habitudes bureaucratiques, des habitudes hiérarchiques, des habitudes simplement de cloisonnement des décisions, telles qu'il n'a pas fait appel aux bonnes personnes, il n'a pas pu mettre en route les bonnes entreprises, il n'a pas pu réquisitionner ce qui aurait dû être réquisitionné. Bref, il n'a rien fait comme il fallait. Ou alors ça a mis des mois. Alors que, en revanche, il y a eu toute une auto-organisation solidaire, des tas de petites associations, des tas de groupes, des tas de collectifs se sont créés, ou existaient déjà et se sont mobilisés, pour assurer justement l'indispensable au moment où tout d'un coup tout nous échappait, les gens ne pouvaient plus sortir, ne pouvaient plus se ravitailler. Il y a eu une auto-organisation pour aider les gens les plus démunis, les gens les plus affectés par cette crise, et ça a formidablement bien marché. Donc l'auto-organisation, là aussi, on a vu qu'elle était, quand on la laissait faire, elle était très efficace. Alors, une autre raison pour laquelle l'État, donc ça c'est quelque chose sur lequel Bookchin insiste beaucoup, et bon, des tas de mouvements insistent là-dessus aussi. Une autre raison pour laquelle l'État ne peut pas résoudre les problèmes principaux qui sont en train de menacer l'humanité, les problèmes écologiques sans aucun doute, on l'a vu avec la dernière COP, hein, qui a lamentablement échoué. Voilà, quand on réunit les grands... Alors oui, je vais quand même dire un mot sur cette expérience-là, parce que là aussi, vous voyez une opposition très très nette entre, d'une part, ceux qui ont le pouvoir, qui auraient la possibilité de changer les choses par leurs moyens législatifs, par leurs moyens coercitifs. Ils arrivent à ne prendre quasiment aucune mesure, tandis qu'il y a eu aussi une convention citoyenne sur le climat. Cette convention citoyenne sur le climat, qui a réuni des simples citoyens, des gens tirés au sort, des gens qui n'avaient pas de compétences particulières au départ, des gens qui se sont informés, qui ont reçu des informations par des experts, qui les ont recueillies, qui les ont débattues, et puis qui ont formulé une série de propositions.
Ces propositions, si vous les regardez, elles sont très intelligentes, elles sont très adéquates. Donc ces gens ont pris cette responsabilité très au sérieux. Leurs propositions étaient bien meilleures que celles de la COP des dirigeants, et pourtant, elles n'ont absolument pas été prises en compte. Parce que c'est une convention consultative, purement consultative. Si cette convention avait été décisionnelle et pas seulement consultative, on serait déjà en train de prendre des mesures qui sont absolument indispensables si on veut sauver la planète et les humains. Et quand je dis et les humains, bon, il faut penser à tous les pays du monde où on meurt encore, pour des raisons qui sont inimaginables étant donné nos moyens à l'échelle mondiale. On meurt encore de famine, on meurt encore de manque d'eau, on meurt encore de maladies qui sont soignables hyper facilement, on meurt encore dans des exploitations extrêmement polluantes ou dangereuses qui profitent non pas à ces populations mais à les grandes entreprises. Donc, quand on dit qu'il faut faire quelque chose, c'est vraiment pour des raisons vitales, c'est pas pour des raisons de confort ou de plaisir, c'est vraiment pour des raisons vitales. Donc voilà pourquoi il semble à Brooklyn et à ceux qui adoptent cette organisation, pourquoi il semble qu'elle fera beaucoup mieux. Et on peut voir que, alors les quelques endroits où ça s'expérimente, par exemple chez les apatistes au Chiapas, effectivement ça fonctionne bien. C'est-à-dire que d'un état de misère totale où ils étaient, ils sont arrivés à un certain bien-être, un niveau matériel bien suffisant, un niveau d'enseignement qu'ils n'avaient jamais eu auparavant, un niveau de couverture sociale autogérée qu'ils n'avaient jamais eu auparavant non plus. Et donc, oui, c'est quand on fait confiance aux gens pour s'organiser par eux-mêmes, ça marche. Ça, tous les exemples fonctionnent. Et donc on peut se demander maintenant comment est-ce que dans l'immédiat on peut passer à ce système. On a l'air d'être tellement loin de ça, et au contraire toutes les tendances sont plutôt à resserrer le pouvoir de l'État, à augmenter chaque fois son pouvoir, à augmenter toujours sa force répressive et pas du tout sa force constructive. Donc comment inverser cette tendance? Alors il y a une série de propositions qui ont notamment été faites par Bookchin, et puis on peut voir que ces dernières années, certaines ont l'air de fonctionner mieux que d'autres. Alors lui, il avançait principalement comme première étape de créer des assemblées populaires locales. Donc des assemblées populaires qui réunissent des gens qui sont simplement soucieux, préoccupés de la situation et qui ont envie de reprendre un peu les choses en main. Et donc ces gens se réunissent et débattent entre eux, et puis essayent d'être assez nombreux pour pouvoir faire pression sur leur pouvoir local pour prendre certaines décisions, certains aménagements. Et il disait, dans un deuxième temps, ce serait bien que cette assemblée puisse proposer une liste lors d'élections municipales. Et que si cette liste l'emporte, à ce moment-là, elle pourra dire qu'elle donne tout le pouvoir à l'Assemblée populaire. Et cette Assemblée populaire, à ce moment-là, deviendra vraiment une assemblée générale de tous les habitants, en tout cas qui le souhaitent, parce qu'il n'y a pas d'obligation non plus d'y participer, mais deviendra vraiment une assemblée générale. Et l'organisation municipale officielle restera, en fin de compte, comme simplement chambre d'entérinement. Elle entérinera et elle fera le lien avec les étages supérieurs du pouvoir, mais le conseil communal ne prendra plus de décisions. Ce seront les citoyens dans l'Assemblée populaire générale qui prendront les décisions. Et ça paraissait, pour Bookchin, quelque chose d'un petit peu plus éloigné que le fait de faire des assemblées simplement pour discuter et faire pression. Et en fait, ce qui est curieux, c'est qu'à l'heure actuelle, on se rend compte que quand on arrive à faire ça, alors là, ça marche formidablement bien, alors que créer des assemblées qui ne font que discuter et en fait n'ont pas de pouvoir, ça semble plus difficile à établir. Et ça pourrait se comprendre psychologiquement, parce que discuter et que ça ne débouche jamais sur rien de pratique, c'est décourageant, évidemment. Je veux dire, à la force, on se dit, à quoi bon passer son temps à ça si de toute façon, ça ne donnera rien. Et il y a un village, donc on en a parlé dans une des vidéos précédentes, il y a un village tout près de Commercy. Commercy, c'est un nom qu'on connaît, non parce que c'est l'endroit où les Gilets jaunes ont lancé les premières assemblées, donc c'est un endroit qui a quand même qui évoque quelque chose depuis ces dernières années.
Et il y a une petite commune tout près de Commercy qui s'appelle Ménil-la-Orgne, commune d'à peine 200 habitants, qui a présenté une liste aux élections donc, municipales de 2020 et qui l'a emportée. Et donc, comme elle s'y était engagée, elle a remis tout le pouvoir à l'Assemblée populaire du village. Mais en fait, il n'y avait pas encore d'Assemblée populaire dans ce village. En fait, elle a simplement dit à tous les habitants, quand même, ils ont discuté de leur programme pendant la campagne, et donc tous les habitants étaient bien au courant de ce qu'ils allaient faire, et ça les intéressait puisqu'ils ont voté pour eux. Mais donc, ils n'avaient aucune expérience de ce genre de choses. Ce n'est pas un village particulièrement militant, particulièrement conscientisé politiquement, c'est vraiment des gens tout à fait ordinaires. Mais dès le moment où on leur a dit on va vous donner le pouvoir de décision sur les questions dont vous avez envie de vous emparer. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout de suite vous accabler de tous les problèmes de la commune et vous faire travailler à la place du conseil communal et du maire. Ce n'est pas du tout ça l'idée. C'est que quand vous avez, vous, une question que vous voulez décider, vous vous réunissez, enfin, on contacte à ce moment-là officiellement l'ensemble des habitants. Ceux qui sont intéressés viennent, on ne les force pas. Et en fait, ça a très bien marché. Les gens sont venus. Ils ont fait des tas de propositions sur ce qu'ils voudraient bien changer dans la commune. Et puis, ils l'ont mis en œuvre. Le conseil communal a dit, très bien, voilà, on a un petit budget, on vous le donne pour faire ce que vous avez décidé de faire. Et puis, ils ont commencé à faire des choses peut-être un petit peu plus... alors, au début, c'était des choses, on peut dire, assez élémentaires, mais en même temps, c'était ça leur préoccupation principale, c'était améliorer la sécurité la sécurité routière, en fait, dans le village, c'est-à-dire séparer mieux le village de la route, embellir le village aussi. Bon, ça ils l'ont fait. Et puis, bon, quand même, ils ont commencé à discuter de choses un peu plus importantes, c'est-à-dire où on en est avec les énergies dans la commune. Alors, c'est une commune qui a notamment où sont installées des éoliennes, mais ces éoliennes appartiennent à une entreprise privée, ne bénéficient pas directement aux habitants. Et là, le maire a dit, mais pourquoi on n'achèterait pas une éolienne de la commune? La commune achète son éolienne et elle assure de cette manière son indépendance énergétique, parce que c'est bien suffisant, en fait c'est bien excédentaire. Une seule éolienne, c'est bien excédentaire pour ce tout petit village. Donc non seulement le village peut assurer totalement son indépendance énergétique, mais en plus, le village va faire un bénéfice, puisqu'il revend son énergie excédentaire au réseau. Et avec ça, on va pouvoir, les habitants eux-mêmes vont décider ce qu'ils feront avec cet argent, notamment, par exemple, des chèques énergie pour les autres énergies dont ils ont besoin, parce que tout n'est pas électrique. En tout cas, dans une certaine transition, il faut autre chose. Et donc voilà comment ils sont passés à quelque chose d'un petit peu plus important. Et maintenant, ils espèrent aussi réfléchir à des questions de type plus économique. Donc, comment s'autonomiser économiquement dans le village? Est-ce qu'on va essayer sur des terres communales de se créer un potager collectif? Etc. Des choses comme ça. Donc, en fait, ça fonctionne. Ça fonctionne formidablement. Alors, ça peut évidemment faire un exemple. Il y en a très très peu qui ont réussi à passer à faire ce tournant, à prendre ce tournant lors des élections de 2020, mais il y a beaucoup d'autres communes d'autres listes communalistes ou municipalistes qui s'étaient présentées, qui n'ont pas réussi, mais la campagne a été très courte, comme vous savez, la campagne électorale, là, elle a été très très courte. D'abord parce que l'idée était très neuve et les associations commençaient à peine à se créer avec cette idée-là, et en outre parce que il y a eu tout de suite l'épidémie et on a été très perturbés. Bon, mais là, on prépare 2026. Enfin, quand je dis on, donc ces diverses associations qui existent dans plusieurs endroits préparent la 2026. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais d'accord, dans un village, on voit bien pourquoi c'est plus facile, les gens se connaissent, ils voient bien directement sur quoi ils peuvent influer, ils connaissent bien leur territoire, mais comment on fait dans les grandes villes? Et ça, c'est un problème auquel Bookchin a beaucoup réfléchi. L'idée surtout que lui, aux États-Unis, il était confronté à des mégapoles encore bien plus gigantesques que ce qu'on a en Europe. Alors, dans d'autres continents, ça peut même être pire, en Chine, etc. Alors, comment on fait pour organiser de manière en démocratie directe
ville de centaines de milliers d'habitants, voire de millions, bien sûr. Comment on fait? Il dit il faut décentraliser absolument, diviser, disperser. Et il dit qu'il y a une double décentralisation qui doit se faire, administrative et politique d'une part, et aussi physique. Alors, j'y reviendrai, mais d'abord, administrative et politique, c'est-à-dire créer des quartiers avec des assemblées qui discutent donc, des affaires politiques de ce territoire-là, de ce petit territoire, et donc, même schéma que ce qu'on disait tout à l'heure, hein, faire pression sur l'autorité municipale la plus locale, le premier niveau, pour modifier donc certaines choses qui ne vont pas dans le quartier. Alors, dans un premier temps, alors ça va être beaucoup plus lent. Ça va être beaucoup plus lent parce que dans les villes, il y a beaucoup plus d'implantation des partis traditionnels, beaucoup plus l'idée qu'on suit des politiques traditionnelles et qu'on a beaucoup moins aussi la possibilité d'échanger, de faire circuler une autre idée que les idées traditionnelles. Les campagnes électorales, elles se font beaucoup moins au porte-à-porte et au café, hein, ou dans des endroits où on se voit physiquement. Donc c'est beaucoup plus difficile de faire passer une idée nouvelle. On est très fort pris dans des schémas toujours les mêmes. Mais alors c'est là aussi qu'intervient une décentralisation véritablement territoriale ou physique. C'est-à-dire, quel est le problème des grandes villes, surtout pour les questions écologiques, pour les impacts écologiques? C'est que les quartiers sont extrêmement spécialisés. Vous avez les zones qui sont résidentielles, qui ne sont que des endroits dortoirs. Vous avez des zones qui sont exclusivement commerciales, des zones qui sont exclusivement de bureaux, ou éventuellement d'industrie quand il y en a. Et alors vous avez aussi les zones culturelles ou de loisirs. Et en fait, on est constamment en train de se déplacer d'une zone à l'autre pour faire l'ensemble de ces activités. C'est très très rare qu'on puisse dans un même quartier trouver l'ensemble de ces activités. D'où la nécessité de transport continuel avec tous les impacts que ça a, très négatifs. Et alors, impact non seulement écologique, mais aussi impact sur la vie des gens. Je veux dire, on perd un temps fou dans tous ces transports, c'est très pénible à vivre. Alors que ce serait beaucoup plus agréable dans chaque quartier d'avoir l'ensemble des activités. Donc, ce serait bien, ça ce serait déjà possible à faire tout de suite, c'est de réinstaurer dans chaque quartier de la ville, surtout dans les quartiers résidentiels, réinstaurer de la vie, c'est-à-dire des commerces de proximité, des loisirs, des cinémas, au théâtre ou autres activités de loisirs, des lieux de production, pourquoi pas des lieux de production, hein, on sait bien qu'il y a un essor pour le moment, mais on peut vraiment renforcer d'agriculture urbaine. On peut être sur des toits, ça peut être sur des friches. On peut faire des ateliers productifs de toutes sortes de choses, ateliers de recyclage, ateliers de réparation. C'est aussi très important dans l'idée de s'autonomiser par rapport à la surproduction. Donc, ateliers de réparation, tout ça, ça peut se faire n'importe où. Il n'y a pas besoin d'espace gigantesque. Donc, essayer de réinstaurer toutes les activités nécessaires à la vie dans des lieux plus restreints où, du coup, les gens vont se côtoyer beaucoup plus, vont se connaître beaucoup mieux, et donc vont aussi pouvoir en arriver à dire, mais décidons nous-mêmes, tout ça va ensemble. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment commencer à faire dans des associations. Alors, il existe des tas d'associations, hein, le tissu associatif en France, il est très très dense. Il existe des tas d'associations, mais qui ont chacune leur tout petit objectif, hein, leur toute petite occupation. Si on arrivait à redensifier les activités d'un quartier, toutes ces associations pourraient se fondre en fait dans une assemblée populaire générale. Elles pourraient toutes être la petite graine, et toutes ces petites graines ensemble, évidemment, donneraient une impression qu'on peut vraiment avoir un impact sur sa propre vie. Après, il faudra réfléchir à la question économique. La question économique, c'est encore que les gens sont en général obligés de travailler 8 heures par jour pour assurer leur subsistance. Autrement dit, ils ont peu de temps pour l'activité associative, pour l'activité politique. C'est une objection qu'on donne souvent, les assemblées c'est très bien, mais on n'a pas beaucoup de temps, on travaille, après on s'occupe de la famille, de toutes sortes de choses. Donc,
là aussi, c'est une évolution qui devrait être conjointe, l'évolution vers diminution du temps de travail. Mais c'est tout à fait logique, je veux dire. Si on arrête la surproduction, si on arrête d'avoir des faux besoins créés entièrement par des valeurs absurdes du genre le prestige d'avoir plus ou l'aliénation par la publicité, etc., ou le besoin d'avoir le dernier gadget stupide qui sera cassé au bout de 6 mois. Enfin, on sait bien tout ça. Tout ça, c'est déjà écrit dans beaucoup de revues, c'est déjà prôné par beaucoup de mouvements. Mais la conséquence logique de tout ça, c'est qu'on n'a plus besoin de travailler autant. On n'a pas besoin de dépenser autant d'argent. Donc, si on peut se contenter d'un plus petit salaire, alors je ne parle pas des gens qui sont au SMIC, parce que là, évidemment, c'est tellement grave, c'est pas pour rien que c'était au cœur de revendications des Gilets jaunes. Je veux dire, c'est pas possible de vivre avec si peu. Mais, enfin, pour certaines personnes, il y aurait moyen de travailler moins. Pour les autres, à partir du moment aussi où on a une assemblée populaire assez solide, assez nombreuse, on peut déjà instaurer des tas de services mutuels qui font aussi qu'on s'en sort mieux, qu'on a moins besoin de rentrer d'argent, qu'on s'en sort mieux avec le peu d'argent qu'on a. Je veux dire, ces services mutuels, ça peut être mettre en commun des outils, des machines, toutes sortes de choses qu'on n'aura plus besoin d'acheter, des voitures, bien sûr, enfin des véhicules de toutes sortes. Mettre en commun aussi des services du genre garderie d'enfants, pourquoi pas des petites productions, quelqu'un a un excédent dans son potager, etc. Donc faire circuler beaucoup plus de manière informelle ce qui peut dépanner les uns et les autres. Bon, il y a eu à un certain moment ce mouvement des SEM, services d'échange locaux, qui est un petit peu retombé. Et peut-être qu'il est retombé, enfin d'après les études, ça serait plutôt parce que il était devenu plutôt des échanges de services superflus plutôt que essentiels. Et je pense qu'il faut revenir à des échanges de services essentiels. C'est-à-dire, c'est quoi l'essentiel? C'est j'ai un problème de logement. Est-ce que quelqu'un pourrait mettre à ma disposition, ou est-ce que la commune pourrait mettre à ma disposition un logement, ne fût-ce que temporaire pour dépanner? J'ai un problème de rénovation de mon logement. Est-ce que je peux demander à des gens compétents de la commune de venir me donner un coup de main parce qu'ils ont les compétences? J'ai un problème voilà, j'arrive pas à acheter de la nourriture qui soit saine pour mes enfants. Bon, est-ce qu'il y a des gens qui cultivent, avec qui je pourrais échanger la nourriture saine contre autre chose, etc. Donc en fait, problème énergétique, évidemment, on l'a dit, un problème pour se chauffer, tout ça au niveau communal, ça peut se résoudre. C'est dans les compétences communales tout ça. C'est dans les compétences communales le logement, l'énergie, des services collectifs, des services sur des terres communales, etc. Donc en fait, il y a moyen de faire plein de choses, sauf qu'on ne le sait pas. Mais dès qu'on le sait, qu'on se renseigne et qu'on commence à s'associer, en fait, on peut vraiment le faire. Donc voilà certaines choses qu'on peut faire d'emblée. Alors, quoi encore? On peut continuer. Alors, on peut aussi essayer de penser à des financements alternatifs. Donc, il existe, ça aussi, ça existe, mais à l'état très très minoritaire, des associations qui essayent de recueillir des financements alternatifs. Ah oui, je dois arrêter. Ce sera la dernière chose. Il est 19h15, je veux juste. Oui, il est grand temps. Donc des financements alternatifs solidaires pour, par exemple, pouvoir racheter des terres et les mettre à la disposition de gens qui veulent s'installer sur des terres mais qui n'ont pas de quoi faire un emprunt ou qui ne veulent pas se mettre la corde au cou par rapport aux banques, etc. Donc toutes ces alternatives, en fait, très souvent, elles existent déjà, mais à l'état extrêmement dispersé et peu connu. Et il leur manque vraiment un rassemblement et une intensification et une multiplication. Mais tout ça, ça fait partie de cette idée de municipalisme, au sens où on essaye, ce qu'on vise, c'est que ce soit vraiment l'ensemble d'une population qui décide de ce genre de choses essentielles et qui ne laisse plus personne en dehors dans un besoin essentiel, parce que tout le monde va être pris en compte, parce que tout le monde va être là et pour exposer ses problèmes. Et libertaire, alors le libertaire, il est quand même important dans cette idée, c'est que justement, il s'agit d'exercer sa véritable liberté politique, qui ne consiste pas à choisir librement quelqu'un qui va ensuite décider pour nous, mais plutôt
à choisir chaque fois librement ce qu'on veut pour nous sur chaque question. Donc cette idée de liberté est évidemment fondamentale. Il ne s'agit pas d'une démocratie seulement participative ou consultative. Il s'agit vraiment de dire, nous nous redonnons le pouvoir politique qui nous a été, au cours des siècles, progressivement enlevé. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Évidemment, il y a pas mal de choses à discuter, pas mal de choses qui peuvent laisser éventuellement un peu perplexe dans cette proposition. Des réactions. Qu'est-ce que vous en pensez en fait? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut plaire, qui peut vous plaire, qui vous parle, ou pas du tout C'est un petit peu ce que souhaiterait le nouveau monde, que justement il n'y ait plus du tout de pouvoir politique et que le pouvoir redevienne à chacun. Dans les mouvements qui se passent en ce moment, c'est ce dont on discute beaucoup. Quand on en parle, on se fait un petit peu traiter de complotiste, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est ce que les gens voudraient, effectivement. Enfin, c'est ce que beaucoup voudraient. Oui, mais ça me fait plaisir que vous le disiez et que beaucoup le voudraient. Je pense que c'est ce qu'on a constaté, effectivement, que ce souhait, vraiment depuis quelques années, il commence vraiment à s'exprimer à large échelle. Alors, quand vous disiez que le pouvoir ne soit plus politique mais revient aux gens, je pense qu'il y a une chose importante aussi dans cette proposition de municipalisme, c'est qu'il se revendique comme politique, mais au noble sens du terme, au vrai sens du terme. C'est-à-dire que on n'est pas simplement des êtres sociaux, donc des êtres effectivement qui se mettent ensemble pour leur subsistance, pour une série d'activités, mais on est des êtres politiques, c'est-à-dire on est des êtres qui discutent de ce qui est le bien commun. Et ça, je trouve que c'est une belle définition qu'on trouve aussi chez Aristote. Le fait que la différence entre le social et le politique, c'est que dans le politique, on discute aussi de ce qui est juste et injuste. Et c'est pour ça que c'est propre aux humains, qu'il y a des tas d'animaux sociaux, mais pas d'animaux politiques autres que les humains, parce que les autres ne discutent pas de valeurs du type « est-ce que cette organisation est juste ou injuste ?» Et nous, oui. Et c'est important de se dire, voilà, nous, on veut rediscuter nous-mêmes de ce qui est juste et injuste. Et on dit l'inégalité, l'asservissement, la hiérarchie, tout ça, on estime que c'est injuste. Et donc, c'est bien de se réapproprier aussi le mot politique et de dire qu'en fait, ceux qui l'ont dévoyé, c'est ceux justement qui l'utilisent en le retirant, en faisant une profession. En faisant une profession de la politique, en fait, on lui retire tout son sens. Parce que normalement, la politique, c'est justement l'activité citoyenne de l'ensemble des citoyens. Donc on lui retire son sens en faisant une classe de professionnels. Et donc je trouve qu'il ne faut pas leur abandonner le mot, il faut nous le reprendre. Il y a plein d'expériences qui existent et on n'en parle pas assez. À l'heure actuelle, déjà. Le Larzac, à l'heure actuelle, on ne parle que du conflit, on ne parle que du travail, mais on ne parle pas que la terre appartient aujourd'hui aux paysans, qui sont, même pas aux paysans, mais une structure qui la donne gratuitement à d'autres exploitants. Pourquoi on n'en parle pas? Deuxièmement, je connais bien les selles, j'y ai participé, les monnaies locales et compagnie. À Toulouse, il y a une monnaie qui s'appelle Violette, qui est exclusivement réservée aux gens qui ont un RSA et qui va que dans une dizaine de magasins, avec une monnaie fondante. C'est-à-dire que si vous ne l'utilisez pas dans les 3 mois, elle perd de la valeur. Donc ça donne de l'argent supplémentaire, hors fiscalité, hors tout ce que vous voulez, à des gens qui en sont dans le besoin. Ce n'est pas forcément une municipalité progressiste, Toulouse, à l'heure actuelle. Pourtant, ça marche. Enfin, ça me mon avis. Donc il existe des tas d'expériences qui fonctionnent. Et vous avez mis le point sur quelque chose qui est historique et qui, au sens, freine tous ces trucs-là jusqu'à un certain point. C'est qu'à un moment donné, on a arrêté toutes ces expériences partout au monde quand ça devenait trop embêtant. Et c'est toujours le pouvoir qui est allé ou la guerre. Aujourd'hui, c'est pas d'aujourd'hui ça.
Donc à un moment donné, quand ça déraillait, quand ça dérangeait, eh bien, on est allé, on a arrêté le système. Oui, c'est quelque chose de très important. Donc, Ça. à l'heure actuelle, le débat, il n'est pas. Les expériences existent, il y a plein de possibilités différentes. Les selles, les cigales, les monnaies locales, tous ces trucs-là. À Saint-Antonin, on a cotisé pour acheter des terres et donner gratuitement à des agriculteurs qui revendent leurs trucs. Ça existe. Mais tant que ça embête personne, ça fonctionne. C'est ça le problème. Oui, et d'ailleurs, Bookchin, il a pensé à cette évidence, hein, que si ce mouvement prend de l'ampleur, ce qui est vraiment espéré, à un moment, l'État ne va pas le supporter, bien sûr. Enfin, pour le moment, c'est pas très grave, on peut y aller, on est encore loin. On peut y aller. Alors, il a une double réponse à ça. Il dit, ce qu'on peut espérer de mieux, c'est qu'on arrive à avoir suffisamment d'auto-organisation, qu'elle se soit suffisamment répandue pour installer en fait un double pouvoir, c'est-à-dire que d'une part il y aura encore le pouvoir institutionnel officiel et d'autre part il y aura toute cette auto-organisation qui fonctionnera avec les gens à partir de la base et que cette auto-organisation soit suffisante pour que l'État devienne obsolète, c'est-à-dire pour qu'on se passe de ses services en somme et qu'en fait il devienne une coquille vide. Se passer de ces services, de toute façon, on est déjà un peu obligé de le faire, parce qu'il y a de moins en moins de services justement, publics. c'est là que... On est obligé de le faire à côté. Donc, juste, l'idée, c'est que au moment où l'État se rendra compte à quel point il est devenu obsolète, ce sera trop tard. Et alors ça, c'est nous qui devons nous rendre compte. Et aujourd'hui, on a l'exemple, parce qu'on nous a raconté pendant des années, partout au monde, que, en gros, je vais dire un gros mot, il n'y a pas d'argent magique, en fait. On ne peut pas donner de l'argent, on ne peut pas le faire, on ne peut pas faire ci. Donc, vous demandez quoi? Enfin, les avions, on ne peut pas... Enfin, bref, aujourd'hui, le Covid nous démontre que ça fonctionne, l'argent magique. Donc, c'est à nous, c'est pas aux politiques. Les politiques, aujourd'hui, deviennent de droite et d'extrême droite. Plus totalitaires que, grosso modo. Et puis, il y en a d'autres à côté, encore plus, qui sont du Chine et autres. Le résultat, c'est que c'est à nous de s'approprier tout ça, c'est nous d'apprendre tout ça, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que l'argent magique, heureusement qu'on l'a eu, heureusement qu'on a aidé les soignants et compagnie, heureusement qu'on a grosso modo nationalisé la moitié de l'économie mondiale à un moment donné, alors qu'on nous expliquait que le privé, c'était quand même la meilleure réponse par rapport au public. Donc tout ça, on l'a vu, mais pourquoi on ne se l'approprie pas? C'est ça la question aujourd'hui. Oui, et la question politique, elle est là, alors que la réponse politique, c'est l'extrême droite. Partout au monde, c'est pas qu'en France, hein, je ne parle pas. On a Bolsonaro, Trump, Orban, on peut en citer quelques-uns. Oui, et c'est vrai qu'il y a, je pense qu'une partie des réponses de pourquoi on ne le fait pas, bon, évidemment, il y a un sentiment d'impuissance, hein, il y a l'impression qu'on ne peut rien faire. Je veux dire que c'est tellement un rouleau compresseur, tout ça, aussi bien les grandes entreprises, la grande finance, le pouvoir de l'État. Donc on a l'impression qu'il y a un sentiment d'impuissance, mais qui est en train de se renverser, je pense, hein, parce que justement, grâce à des grands mouvements sociaux comme celui des Gilets jaunes, on a quand même l'impression qu'on peut passer au-dessus de l'impuissance. Et puis, une autre raison, c'est qu'on a l'impression que les services publics, c'est nécessairement des services d'État. Mais en fait, pas du tout. Public, ça ne veut pas dire nécessairement d'État. En fait, on peut dire que ce sont des services qui sont de nouveau auto-organisés par les citoyens, mais qui sont disponibles pour l'ensemble du public. En fait, public, ça devrait être découplé de étatique. C'est pas la même chose, en fait. On peut dire des services communs, des services organisés par tout le monde, comme les transports, ou comme même des services médicaux, mais qui soient... je crois qu'à partir du moment où on a compris qu'il fallait rien attendre de bon de l'État, à ce moment-là, on s'est très fort libéré et on est prêt pour faire autre chose, pour construire autre chose à côté. Et tant qu'on a cet espoir, qu'en demandant encore et encore, en revendiquant encore, en suppliant de faire quelque chose, on obtiendra quelque chose, tant qu'on a cet espoir, je crois que on est foutu pour l'alternative. Cet espoir ne sera pas résolu. Et le problème de l'extrême droite, en fait, c'est celui-là. C'est qu'il y a des tas de gens qui, en fait, votent extrême droite, pas du tout parce qu'ils sont convaincus par les idées d'extrême droite, mais simplement parce que c'est le seul parti qu'on n'a pas encore essayé, en quelque sorte. Et donc, on a cet espoir,
mais vraiment insensé, cet espoir pour lequel il n'y a aucun signe, mais cet espoir insensé qu'eux, ils vont faire quelque chose qu'on a toujours demandé aux autres, mais ils ne le feront pas plus que les autres. Et en fait, il faut vraiment comprendre cette idée que à partir du moment où on a gagné le pouvoir d'État, enfin, il faut penser ce que c'est que cette lutte pour arriver au pouvoir d'État, au pouvoir le plus haut, le pouvoir au niveau du gouvernement, mais quand on a fait tout ce parcours-là, c'est pas pour le remettre en question et le rendre aux citoyens. Enfin, je veux dire, ils vont jamais le faire, évidemment, ceux qui sont arrivés là. Donc, leur demander n'a pas de sens. Et quand on voit non plus, enfin, quand on voit aussi les collusions, les imbrications complètes entre les personnes qui sont au plus haut poste de l'État et les personnes qui sont au plus haut poste de la finance ou des grandes entreprises, là aussi on se dit mais pourquoi ? Comment est-ce qu'on peut encore penser que l'État est un contre-pouvoir par rapport à l'entreprise privée ? Si c'était vrai, l'État aurait déjà pris des tas de législation qui limiterait ce pouvoir des entreprises, ce pouvoir des banques. Il fait tout le contraire. Enfin, lors de la crise de 2008, c'était une caricature ce qui s'est passé. Le fait à quel point les États ont soutenu les banques et ne leur ont rien demandé en échange, alors que tout le problème venait de leurs extrêmes profits, de leurs extrêmes spéculations. Donc, qui peut encore imaginer que l'État est un contre-pouvoir par rapport au monde de la grande entreprise, de la grande finance ? Et je crois que c'est une des choses qui est encore un obstacle, c'est se dire il faut arrêter de demander à quelqu'un d'autre d'être ce contre-pouvoir, il faut le Je voudrais insister sur une chose qui me semble importante, c'est que vous avez mis en avant mai 68. Bon, il ne faut pas me mettre notamment. Non, mais c'est vrai. La dernière fois que l'ensemble des économies mondiales a reculé, c'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là, mai 68, le Vietnam de l'autre côté, les mouvements. C'est là où ils ont ouvert des vannes parce que et aujourd'hui, on est devant un tel moment. Aujourd'hui, parce que vous parlez du travail, par exemple. Pourquoi en France, on ne parle pas des expériences qui se font juste autour de nous, de la semaine de 4 jours? On n'en parle pas assez. Pourquoi? Ça existe en Espagne, en Catalogne. Il y a l'Italie. Donc, aujourd'hui, on est encore en train de nous expliquer les 35 heures, les machins, enfin bref. Ok, mais il y a des expériences qui sont faites autour de nous. Pourquoi on n'en parle pas? Donc, c'est un problème, pas seulement de ça, de médias aussi. Voilà. Et c'est aussi nos expériences, c'est tous ces trucs-là. Ça existe. Il y a des très bons médias, mais ce sont des toutes petites choses. Il y a des très bons médias écologiques, il y a des très bons médias qui présentent des alternatives. Sans vouloir faire de la publicité particulière, enfin, il y a Reporter, par exemple, média en ligne, ou le média en ligne, il y a la revue Silence, enfin, il y a des tout petits médias qui... plus gros que ça. Oui, mais je veux dire qui sont vraiment dans l'alternative, qui font vraiment qui se veulent vraiment l'écho de toutes les alternatives, y compris microscopiques, etc. Mais c'est pas assez répandu. Ce que je veux dire, en fait, c'est nous qui devons nous informer. Si nous, on cherche, on va trouver ce genre de choses, on va trouver des associations qui, à notre niveau, on peut avancer. C'est pas pour faire autre chose. Moi, j'étais dans un métier qui, bon, certains le savent, que je dis aujourd'hui qu'il faut tuer, parce que, bon, voilà, j'étais financier, encore banquier, donc je connais très bien le système bancaire et de Pourquoi il faut le flinguer? Parce que c'est les responsables du système, c'est eux aujourd'hui. Mais pour le comprendre, il faut y aller dedans, parce que c'est des cadavres. Je vous explique, vous ne pouvez pas comprendre la finance sans y être allé. Ça, c'est terrible, parce qu'eux, ils parlent de trucs, en fait, c'est autre chose. Donc, mais ces gens-là, aujourd'hui, ils savent qu'il est fichu. On est devant un tournant aujourd'hui. Il faut se l'approprier. Et pour se l'approprier, il faut avoir les connaissances, l'envie, le temps. Il y a une conférence. Mais en fait, là, ce soir, ceux qui sont venus, on est dans cette démarche. C'est représentatif de la quantité de gens qui sont renseignent. Voilà, sur une ville de 60 000 habitants, voilà. Il y a une difficulté, mais qui paraît aussi importante, c'est la capacité de se réapproprier le politique au niveau individuel, à la fois dans les connaissances, dans les compétences et dans l'envie de passer du temps dans ça. La prochaine conférence que je ferai, j'ai préparé, etc. ça là, j'ai préparé. Et je reviens sur les gilets jaunes. Je reprends le budget de
de l'État français, décile par décile, en fait, statistiquement, ce n'est pas mes chiffres, c'est les chiffres du budget. Ce que gagne, ce que perd, celui qui a rien, jusqu'à ce qu'il y ait le plus riche. Et je montre ce budget qui a été changé à cause du mouvement des Gilets jaunes. C'est intéressant de voir que le mouvement des Gilets jaunes, on n'en parle pas, a eu une influence sur le budget, et les pauvres, ils sont un peu moins pauvres. On n'en parle pas, pourquoi c'est ce genre d'expérience qu'on peut montrer. Et là, c'est factuel, c'est les graphiques de l'État. Donc, c'est ce genre de choses qu'on ne cherche pas à savoir, alors que ça existe. C'est ça que je veux dire. Et puis, à un moment donné, quand on décrypte les mots, l'économie, je sais que c'est compliqué parce qu'on parle d'un truc alors que c'est une chose, okay. Mais d'un autre côté, quand on décrypte les mots, on devient acteur. Et à son niveau, je crois que c'est ça. C'est pas créer. C'est chacun de dire, mais non, attends que. Là, ils sont un peu embêtés parce qu'ils sont obligés de répondre à leurs questions. Actuellement aussi, vous dites on n'en parle pas, les médias sont quand même possédés par les mêmes entreprises qui ont tout intérêt à se on n'en parle pas assez, mais c'est un énorme problème. Oui, on en parle beaucoup en fait. Sauf que voilà, donc on en parle, comme disait, dans beaucoup de médias internet en fait. Effectivement, Reporter en parle, enfin, fait des articles à part. Il y a plein de sites plus ou moins gros d'internet qui parlent de tout ce dont on parle à l'instant. Mais c'est sûr que ce n'est pas les grands médias qui vont le passer pour l'instant. Et donc il faut essayer de se renseigner effectivement et de biaiser et de penser autrement en fait. Pas forcément penser autrement, s'ouvrir un peu son esprit à autre chose que le 20h de TF1 ou le 20h de... Après, ça a une conséquence qu'il faut, vous l'avez souligné, c'est vrai, ça a une conséquence, c'est que aujourd'hui le système fonctionne, et on fonctionne malheureusement ou heureusement comme ça, sur l'enrichissement sans fin. On veut de plus en plus de choses. Et ça ne pourra pas marcher, ça. À un moment donné, il faudra abandonner des trucs. Donc chacun à son niveau, effectivement, il faut aussi qu'il dise, attends, vous l'avez souligné, c'est pas possible autrement. Je pense quand même que c'est pas vraiment représentatif cette soirée de la volonté des gens de passer à autre chose. Je pense que présenter comme ça, c'est-à-dire une information sur un thème assez théorique, ça peut ne pas attirer grand monde, alors même que si on présente une soirée comme quelque chose d'extrêmement pratique, venons discuter de telles préoccupations importantes, par exemple quelque chose qui touche directement les gens, je ne sais pas moi, un projet d'aménagement par exemple de l'implantation d'un nouveau centre commercial alors que ça va gâcher et qu'on n'en a pas besoin, ou un problème autour d'une école par exemple, ou un problème de fermeture d'un hôpital, ou quelque chose de pratique et qui touche directement. En fait, je pense que ça peut au contraire rassembler beaucoup plus de gens et que ça peut être l'occasion de dépasser la problématique de départ, cette problématique ponctuelle, pour réfléchir à quel ensemble structurel c'est dû. À quoi ça fait partie, de quoi ça fait partie comme ensemble structurel, et faire prendre conscience que du coup c'est quand même cet ensemble structurel qu'il faut changer, parce que sinon c'est un tonneau des Danaïdes, quoi. On essaie de s'attaquer à tel projet, on gagne, on perd, c'est rare quand même qu'on gagne, mais admettons même qu'on gagne. Après, il y en aura un autre immédiatement, il y en a 10 autres pour lesquels il faudrait s'opposer. Et finalement, au lieu de s'épuiser comme ça, à toujours lutter contre des initiatives qu'on estime nuisibles, se dire mais à quelle structure ça appartient et pourquoi ça revient tout le temps, attaquons-nous à cette structure. Je pense que ça peut être le cas, mais l'important c'est de partir d'un problème ponctuel, pratique et qui touche tout le monde, enfin qui touche en tout cas beaucoup de monde. Donc ça, je crois que c'est une des choses qu'on peut faire, c'est chaque fois qu'il y a moyen saisir l'occasion et dire voilà, rassemblons-nous pour réfléchir à une alternative à tel ou tel problème, et puis à force. Je suis désolée, mais il est 19h37. On va devoir peut-être quelque chose de très concret. On s'approche d'une élection présidentielle. Oui. Quel est le candidat ou les candidats qui ont le plus d'ingrédients dont on vient de parler ce soir dans leur programme?
pour moi, c'est clair que aucun. Pour moi, c'est clair que si cette campagne peut servir à quelque chose, je crois que c'est justement pour mettre en évidence qu'on est dans une constitution quasiment monarchique et que c'est pas une bonne chose. De toute façon, qui que soit la personne, même comme je disais tout à l'heure, la plus intelligente, la mieux intentionnée du monde, ce qui n'est évidemment pas le cas, mais même supposons que ce système n'est pas bon. Il n'y a pas de raison qu'une personne concentre autant de pouvoir, non seulement dans ses mains propres, mais aussi dans les mains de gens qu'elle-même nomme. Donc ça ne va pas. C'est juste la Constitution, cette Constitution, elle est obsolète, cette Constitution est d'un autre âge. C'est une Constitution d'ancien régime, quoi. C'est absurde. Mais de toute façon, pour rebondir, quand notre Constitution, elle date de 2 siècles. Elle est obsolète. Et il a marqué liberté, égalité, fraternité. C'est d'accord. Le pouvoir de voter pour vous, les femmes, vous l'avez eu quand? Le pouvoir de voter pour les femmes, liberté, vous n'étiez pas des gens qui avaient le droit de voter jusqu'en 1954. C'est vachement égalitaire, le truc. Si je prends la Constitution américaine Matheson, ceux qui ont le droit de voter, les élus, enfin c'est calviniste, hein, c'est les gens qui sont blancs et riches, qui économiquement réussissent. Tiens, ça rappelle d'autres trucs. Ces constitutions-là, c'est les 2 plus grandes au monde. Elles sont au départ viciées, complètement viciées. Déjà, il faut enlever. Donc, c'est pas un problème franco-français. C'est la démocratie. En fait, c'est pas la démocratie. Pour moi, c'est la démocratie. Je crois aussi qu'il faut. Si on parle d'abstention, il faut expliquer pourquoi on s'abstient, pourquoi on veut s'abstenir. On le souhaite. Il faut vraiment, parce qu'il y a un message maintenant qui est en train d'être martelé par certains médias, selon lequel l'abstention électorale, c'est dû au fait que les gens se désintéressent de la politique, que en fait, ils sont cyniques, ils sont égoïstes. C'est pas du tout. Il faut vraiment insister sur le fait que c'est le contraire. Que c'est parce qu'on s'intéresse à la politique qu'on ne veut plus juste voter. C'est sur ça, je pense. Sourire, ils ne cherchent pas à se comporter. Au fait, ils veulent que certaines populations votent. Bonne soirée et merci. Merci à vous.